Bonjour à tous et bienvenue pour cette première édition du Dealmakers Show. Cette émission reviendra 2 fois par mois sur les grandes actualités du M&A, du private equity, des grandes restructurations et transformations, avec ce dénominateur commun, des personnes qui viennent à notre rencontre pour vous présenter les grands sujets de dealmaking. Des dealmakers, des dealmakers, des CFO, des corporates, des fonds d'investissement, des banquiers d'affaires et des conseils. Ce matin, j'ai le plaisir, merci d'accueillir Guillaume Martinez. Merci Mathieu. Guillaume, vous êtes le Head of Corporate Transformation Services chez Alvarez & Marsal, A&M comme on le dit sur le marché. Vous venez d'une carrière du TS. Vous avez passé près de les 90% des 20 dernières années à faire du TS. À peu près 16 ans. Voilà. 16 ans. Dans des bigs. Ouais. Je crois que vous avez terminé chez Deloitte. Et puis, chez A&M, vous arrivez, vous aidez ce bureau à se réinventer, puisque effectivement, depuis 2017, on voit une réaccélération de la franchise en France forte, très remarquée par vos concurrents et vos clients. Et puis, il y a quelque temps, le Corporate Transformation Services qui arrive. Absolument. Pourquoi ce move du deal vers la transfo? Alors effectivement, A&M s'est réinventé ou est reparti en réalité dans un schéma de croissance en début 2018. Il y avait 12 personnes au bureau d'Alvarez & Marsal pour la France, essentiellement liées au marché historique en fait d'A&M, c'est-à-dire le restructuring et l'interim management. Et ensuite, on s'est développé sur l'ensemble des métiers d'A&M dans le monde, à savoir toujours le restructuring, et qui est en train de reprendre des couleurs, comme on le voit tous. Le contexte économique fait ça. On a été récemment nommé aux États-Unis ce week-end dernier sur le sujet FTX. Petit sujet. Le deuxième grand métier, c'est la transformation, et le troisième, c'est les métiers de la transaction. Et en fait, en travaillant avec nos clients, et c'est une marque de fabrique, on n'est pas pluridisciplinaire avec des silos. Nous, on est une seule équipe, et l'équipe se façonne au fur et à mesure des besoins des clients et en fonction des situations. On s'est rendu compte effectivement que, sur le Covid, lié au Covid, la demande de transformation était très importante et l'offre A&M, très opérationnelle, était très appropriée. On a eu des grands succès très très vite, ce qui explique aussi la croissance en fait très rapide d'A&M. On est passé de ces 12 personnes qui sont pour l'essentiel toujours là d'ailleurs, à près de 200 aujourd'hui. Donc tout ça est allé vite. Et c'est la juxtaposition de cette offre transformation qui a trouvé son marché très très vite et de l'offre M&A et transaction qui est ce qu'on a apporté en fait dès le début et qui marche très très bien, tant pour les fonds d'ailleurs, qui est aussi un ADN assez proche d'A&M à l'origine, mais que les grands corporates. Alors, comme on n'est pas des grands stratèges et on le sera jamais et on le veut pas, on a été nous-mêmes surpris en fait par cette accélération en fait de notre croissance auprès des grands corporates. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui et depuis quelques années et probablement pour un certain temps, tout le monde et les corporates les premiers ont besoin de résultats plus que de philosophie, d'action et de leadership. Et c'est ce qu'on apporte. Et on reviendra sur le modèle A&M juste après avec quelques questions. Mais d'abord, on passe au tutoiement. On est dans le Dealmakers Show. Guillaume, quelques questions sur les deals. Peut-être d'abord le deal qui, toi, dans ta carrière, t'a rendu le plus fier. Le deal. Alors, je pense, j'ai eu la chance, parce que j'aime beaucoup ça, de faire des très grosses transactions. Avec des clients comme Safran, avec Accor, avec beaucoup d'autres. Et certains de ces deals sont des marqueurs, y compris pour les entreprises en question. J'avoue que celui qui m'a rendu quand même très fier, c'est le premier qu'on m'a confié quand je suis arrivé chez Alvarez & Marsal. Parce que c'était un marque de confiance personnelle, c'était une relation. Et pour moi, c'est très important. Au-delà des marques, au-delà des maisons, et c'est ce qu'on fait chez A&M, la relation personnelle, c'est essentiel. Et dans le M&A, c'est essentiel. On est au service du succès de nos clients, et nos clients à titre personnel. Et donc, le premier deal, à savoir la cession qui s'est réalisée peu après de Lagardère Studio, est certainement une des transactions qui m'a marqué, et j'ai eu un énorme plaisir et un peu de fierté à la réaliser. Donc un beau sell-side. Quand tu changes de maison, ça fait toujours plaisir d'un acteur d'une belle marque. Exactement. Voilà. Bon. Le buy-side, voilà. Mais le sell-side, on a été assez rapide sur cette partie-là du marché aussi. Parfait. Bon, du coup, je pense que le remerciement est bien passé et c'est effectivement une formidable façon de changer de maison.
je t'ai posé la question du deal qui te rend fier. Je dois te poser la question, le deal que t'as pas fait dernièrement et qui t'énerve. Alors, difficile de s'avouer vaincu. Donc voilà, je bien dirais sûr. que... Mais je poserai la question à tout le monde et à chaque fois. Donc tout le monde y passera. Non, il y a une transaction que j'ai en tête. Alors, tu me pardonneras, je vais pas te livrer la transaction en question, mais j'ai une transaction où je pense qu'on peut apporter beaucoup en termes de création de valeur et qu'il faut encore probablement qu'on prouve un peu plus notre cas et on va rentrer dans cette situation. Mais quand je l'aurai fait, je reviendrai t'en parler. Un secteur? Dans quel secteur c'est cette transaction? Ah, il faut que tu nous dises au moins ça, rien d'autre. Non, c'est secteur technologie. Technologie. Bon, eh ben écoute, je vous souhaite beaucoup de succès et on regardera les prochaines semaines l'actualité de ce côté-là. Du coup, tu es en charge donc de la partie vraiment corporate transformation. Aujourd'hui, tu travailles donc aussi sur des réorganisations. La réorg, voilà, phare de ton année sur 2022, qu'est-ce que c'était? On a eu la chance de travailler assez longtemps avec des résultats très probants pour le groupe Accor. Salue Jean-Jacques Morin. Et on salue Jean-Jacques. On se voit très souvent, donc je le salue en passant et on s'est vu hier, on se reverra très certainement. Accor nous a fait confiance et a précisément été dans ces groupes qui ont compris ce que A&M pouvait apporter. Dans un moment très compliqué pour le marché de l'hôtellerie, comme on l'a tous vu pour le Covid, avec la certitude néanmoins de Jean-Jacques Morin et aussi de Sébastien Bazin que c'est un mauvais moment à passer, mais une opportunité fantastique pour resetter à la fois l'organisation, mais plus important, la manière de délivrer en fait ces services. Et on les a aidés dans cette démarche pendant 2 ans, avec des résultats qui sont extrêmement probants, c'est-à-dire que ce qu'on a réussi tous ensemble à la fois imaginer, quantifier, organiser une transformation et la délivrer dans un temps qui, au départ, n'était pas celui qui était espéré. Dans une organisation, l'objectif est très important, la réalisation aussi, et le timing de la réalisation. On ne peut pas être en état de transformation permanent. Il faut faire une transformation, délivrer la transformation et revenir à un état normal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de transformation, mais ce qu'on devait faire, on l'a fait. Et on passe à autre chose. On voit bien, du coup, et c'est peut-être une question que je te pose, quand on prépare avec toi nos entretiens pour les classements qu'on fait de vous également chez Leaders League, tu me parles de plus en plus de M&A transformationnel ou de M&A transformation. Je crois que c'est vraiment la clé de voûte de votre stratégie et tu vois, finalement, c'est une bonne façon aussi de mettre en adéquation d'où tu viens, ce que tu vas faire. Mais finalement, qu'est-ce que c'est pour toi le M&A transformationnel? Est-ce que le M&A n'est pas toujours transformationnel? Qu'est-ce que ça veut dire? Le M&A n'est pas toujours transformationnel. On a vécu une période des 15 dernières années où le M&A était essentiellement lié à de l'achat de croissance, que ce soit géographique, produit, etc. Et quelquefois des consolidations. Donc on consolidait des coûts et on essayait de travailler un peu sur l'EBITDA. C'est de l'incrément, c'est de la création de valeur par le P&L. Aujourd'hui, on rentre dans une période où les transformations à faire dans les groupes sont tellement importantes que ces transformations passeront par le M&A. À la fois sur des cessions, des acquisitions et d'une manière plus générale, une transformation des éléments du bilan. Et juste pour être technique un instant, le M&A a souvent travaillé donc sur la top line, c'est ce que j'ai à l'instant. Aujourd'hui, on est dans un moment où les groupes réfléchissent aussi à leur bilan, que ce soit sur des moments de complexité assez forte, de transformation turnaround ou voire restructuring, mais plus globalement, pour délivrer plus de valeur, ça passe aujourd'hui aussi par repenser son coût de capital, repenser son coût de financement, repenser les segments dans lesquels on est, son portefeuille d'activité et se focaliser. Et ça passe par le M&A. Donc, en ce moment, le M&A et la transformation, c'est probablement la même chose. C'est la question de la poule et de l'œuf, mais cette clarté viendra aider les corporates à se financer, là où clairement c'est moins commoditisé depuis quelques semaines. Absolument. Et en même temps, sur les gros objets, il faut les financer. Oui. Et en fin d'année, je crois pas que ça se bouscule au portillon pour financer un truc à 2 milliards là, en ce moment. Non, alors sur le marché du financement, je dirais classique, LBO, etc., il y a un petit changement de paradigme qu'on a vu. Après, pour les corporates, le monde entier n'est pas le monde occidental. Et donc, notamment pour les groupes globalisés et qui ont à la fois accès à des marchés, mais à des financements et des investisseurs ailleurs dans le monde,
C'est pas encore la situation qu'on peut décrire, et on voit un appétit assez important en fait d'investisseurs, y compris long terme, pour continuer à financer une croissance qui est rentable. C'est ça le grand changement, hein. C'est-à-dire que la croissance pour la croissance, c'est évidemment derrière nous. La croissance rentable et la création de valeur, aujourd'hui, on est sur un marché qui est très réceptif encore. Merci Guillaume. Une dernière question peut-être. Donc vous avez recruté 190 personnes depuis 2017. Vous avez certainement recruté des jeunes diplômés. Vous avez également recruté chez des concurrents, parfois un partenaire, un MD, parfois une équipe complète. On salue par exemple Thomas Marcorel qui aujourd'hui s'occupe du restructuring chez vous. Les gens sur le marché, effectivement, se disent A&M, ils recrutent énormément, ils recrutent beaucoup trop, ils recrutent très très cher. Hein, c'est un petit peu ma question pour la gratter. Comment toi t'abordes avec Antonio, avec le reste de l'équipe, comment vous abordez les bureaux maintenant bien pleins, les cales bien pleines de talents, bien payés? Comment est-ce que vous abordez cette période un petit peu moins, on va dire, bully, un peu plus berry en termes de deal, en termes de transactions et d'économie? Au risque d'aller contre ta question, on a les cales qui sont pas encore pleines. C'est-à-dire que notre objectif pour 2023, c'est de continuer à recruter au moins autant, en réalité plus, que ce qu'on a fait jusque-là. On est sur une équipe, comme je le disais, qui n'est pas silotée. C'est-à-dire que les équipes qui ont fait essentiellement du M&A, voire du LBO, ont été formées en même temps pour des situations différentes, de restructuring, par exemple financier, pour l'équipe de Thomas Marcorel. Donc on a cette capacité, en réalité, à redéployer nos talents. Par ailleurs, sur le M&A, tant PI que corporate, on continue à avoir en fait un flux d'affaires qui est très important. Donc pour l'instant, on voit pas de ralentissement notable, simplement un peu une accalmie, et c'est tant mieux parce que les équipes ont beaucoup travaillé. On est début novembre, il se trouve que nous finissons notre année fiscale le 31 octobre, donc là on est en annonce de bonus. D'accord. On ne recrute pas cher, on offre en revanche un package qui est très attractif, qui se réalise sur les dernières années, cette année encore plus que les années précédentes. Et effectivement, on est très, très heureux et assez fiers de pouvoir offrir des packages qui sont au-delà du marché à un certain nombre de nos collaborateurs. L'essentiel, c'est-à-dire le modèle A&M, c'est quand on est un solide performeur, et évidemment une star encore plus, on est très, très bien rémunéré dans le package. On est fiers de ça, c'est le modèle qui veut ça, c'est valable d'ailleurs pour les plus seniors comme pour les plus juniors. On continuera ça quoi qu'il arrive, et on aborde 2023 avec énormément de confiance. Bon bah écoute, merci en tout cas d'être venu pour ce premier numéro. Je suis ravi. Merci de l'invitation. Ben fier de lancer cette émission, fier de l'avoir lancée avec toi Guillaume. Merci pour ces moments de franchise, de retour d'expérience. On a parlé de Lagardère, on a parlé d'Accor, on n'a pas parlé d'un grand groupe de techno, mais on a parlé du segment de la techno. On a parlé talent et ambition. Merci beaucoup. Je vous retrouve pour ma part maintenant 2 fois par mois à partir de donc aujourd'hui on sera on reprendra à la fin, mais oui. Je vous retrouve pour ma part 2 fois par mois pour le Dealmaker Show. Restez connectés, vous pouvez nous suivre sur YouTube sur la chaîne Décideur TV et sur LinkedIn via le Décideur Corporate Finance de notre groupe Leaders League. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie et vous dis à la prochaine.